1923-2022, 99 ans que compte la ville-province de Kinshasa depuis son existence jusqu'à la poursuite, c'est-à-dire aujourd'hui par rapport à nous qui sommes les contemporains de ce jour. Ça veut donc dire qu'on doit nécessairement évaluer cette ville qui a débuté avec 30 000 habitants. Jusqu'à aujourd'hui, nous comptons au-delà de 15 millions d'habitants qui occupent l'espace que nous appelons la ville de Kinshasa, avec tout ce que nous connaissons, des raisons économiques, de la vie sociale, des raisons liées à l'éducation, à la vie politique même, de la société que nous appelons Kinshasa. Pour plusieurs raisons, nous allons analyser avec monsieur Christian Moleka. Lui, il est politologue d'abord, puis président de DIPOL, qui veut simplement dire la dynamique des politologues de la RDC. Donc avec lui, on va échanger pour qu'on éclaire la lanterne autour de bilan et puis les projections, parce qu'on ne peut pas seulement faire l'état des lieux si on ne projette pas. Aujourd'hui, c'est 99 ans, peut-être dans les centenaires prochains, dans un an qui va s'ajouter, qu'est-ce que nous devrions faire? Qu'est-ce que les dirigeants doivent prendre comme soubassement et précaution de façon à ce que nous connaissions le développement de notre province, Kinshasa, avec M. Christian Moleka. Bonjour et bienvenue dans cette émission La vie de la nation. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous sommes en train d'aborder le 99 ans de la ville-province de Kinshasa, déjà du point de vue de ce que je présentais comme présence de flux, je vais dire ici, de la démographie qui s'accroît depuis 1923 jusqu'à aujourd'hui. Quelle lecture faites-vous? Merci beaucoup pour l'invitation et pour la possibilité que vous nous donnez d'échanger. Je pourrais peut-être commencer par juste une petite précision historique. C'est que en fait, nous avons célébré le 99 ans du transfert de la capitale. Parce que si on veut rester rigoureux historiquement, comme je suis politologue, la ville, le poste administratif de Léopoldville a été créé le 3 décembre 1881. Ça veut dire qu'en principe, la ville a plus de 100 ans. Si on part du poste administratif de Léopoldville, peut-être créé par Salé. Oui, maintenant le district urbain, puis la capitale transférée, a été fait en 1923, que nous allons célébrer. Donc pour les purétistes comme moi, techniciens, la date vraiment, ce sera le 3 décembre 1981. C'est une affaire de purisme et de ceux qui voudraient faire le débat. Maintenant, vous avez raison de le dire, la ville est caractérisée par une explosion urbaine. Si vous regardez les statistiques des grandes villes, en 2015 déjà, on situait Kinshasa parmi les 30 villes les plus peuplées du monde. Et en 2050, les statistiques indiquent que nous serons plus parmi les 30, mais parmi les 10 villes les plus peuplées au monde. En Afrique, il n'y en a que 3. Il n'y en aura que 3. Lagos, Le Caire et Kinshasa. Déjà, lorsqu'on nous situait parmi les 30 villes les plus peuplées, nous étions approximativement à 10 millions. C'était en 2015. Et donc aujourd'hui, puis en 2050, nous serons au-delà de 25 millions. En fait, Kinshasa, comme la RDC de manière générale, a une population qui double tous les 30 ans. D'où les 30 ans, nous doublons. Si vous partez de l'indépendance où nous étions à 15 millions, dans les années 70, lorsque Marcel Mobutu fait son fameux discours, tout comme le soleil se lève, il parle de 30 millions. Si vous allez vers les années 2000, c'est-à-dire 30 ans après, on parle de 60 à 70 millions. Et aujourd'hui, la tendance, nous sommes pratiquement à 20 ans déjà, on parle de 80 millions, ça veut dire à l'horizon 2030, nous serons à 100 millions. Et probablement vers 2050-60, nous serons à 150 millions de Congolais. Et si on part du principe que la ville de Kinshasa prend potentiellement 20% de la population, ça veut dire avec une population de 150 millions d'habitants, nous serons à 30 millions dans la ville de Kinshasa. 30 millions pour une ville qui en avait 300 000 à l'indépendance et 30 000 en 1923, ça veut dire que c'est une croissance exponentielle et qui va donc poser des défis énormes en termes de mobilité, en termes d'accès à la terre, en termes d'alimentation, parce qu'il faut nourrir tous ces gens-là, en termes d'accès au logement, à l'éducation, en tout cas à ce qu'on appelle les besoins sociaux de base, en termes de routes, de l'eau, d'électricité, en termes d'emploi, en termes de sécurité, puisque plus il y a promiscuité,
plus il y a banditisme urbain avec la grande pauvreté et criminalité. Et surtout en termes d'écologie, comment nous respirons dans une ville où on aura 30 millions d'habitants, autant de goudrons, autant d'immeubles, autant de véhicules, et avec un changement climatique qui se prononce de plus en plus. Donc il y aura des problèmes d'air pur, de respiration, dans ces grands mégapoles que nous allons devenir. Donc il y a énormément de défis qui sont effectivement liés à la démographie galopante de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la ville de Kinshasa, est-ce que du point de vue des infrastructures, c'est quoi la situation qui se présente? Kinshasa, je dirais, est une ville qui a, je dirais, deux vitesses. Vous avez la ville précoloniale, puis pré-indépendance, ou coloniale, qui a été planifiée et aménagée, et la ville post-coloniale qui n'a pas été aménagée. Ça veut dire que vous prenez les communes qui ont été créées pendant la période coloniale, c'est-à-dire vous prenez Banalungwa, vous prenez Matete, vous prenez Kasavubu, vous prenez Ngiringiri, vous prenez Kalamu, vous prenez Kitambo, c'est la première génération, ouais. Limete, vous prenez Njili, vous prenez Lemba, vous sentez qu'il y avait un plan dans l'aménagement, des rigoles, des routes tracées, rectangulaires, des habitats bien organisés, un système électrique qui fonctionne, et donc un aménagement qui a été fait avant qu'on occupe le lieu. Et si vous prenez les communes post-coloniales, c'est-à-dire Ngaba, Kimbanseke, Masina, Selembao, Kisenso, Bumbu, Bongafula, Tsele, vous êtes dans les communes non aménagées, où de manière spontanée la ville est née, c'est-à-dire les gens sont venus dans les terres, ils ont construit eux-mêmes, parfois sans respecter les normes urbanistiques dans l'anarchie, ça conduit à des érosions, ça conduit à des éboulements des terres, des inondations. Ensuite, les services des infrastructures n'ont pas suivi, c'est-à-dire les lots, l'électricité, chacun a tiré avec ses moyens des bords, sans que l'État organise tout ça. Et puis vous avez des réseaux qui pètent. Et dans la vieille ville coloniale, ces réseaux ont vieilli. Tout ce que les Belges avaient construit a vieilli. On a très peu renouvelé en termes de qualité. On n'a plus planifié. Conséquence, vous avez une ville qui a vieilli dans sa zone planifiée, qui est anarchique dans sa zone non planifiée, et donc qui est, je dirais, dans une sorte de chaos organisé, où chacun, à sa manière, tente de faire de la survie. Okay. Dans ces conditions-là, tout ce que vous avez appelé comme infrastructure est largement dépassé. Une ville comme, prenez par exemple le besoin en eau, pour prendre un indicateur. Le besoin en eau de la ville de Kinshasa est estimé à 1 million de kilomètres cubes par jour. Mais la ville n'en produit que la moitié, plus ou moins 500 millions de mètres cubes. Ça veut dire 50% de Kinois ne peuvent pas accéder à l'eau. Tout simplement parce que l'infrastructure ne répond pas à l'étalement, à la progression, à la démographie de la ville, et qu'à un moment donné, elle avait vieilli. Les efforts ont été faits par les différents gouvernements pour essayer d'élargir la production, d'augmenter la production. On l'a fait en Djili, on l'a fait avec des nouveaux sites de pompage à Ngaliema qu'on est en train de faire, avec ce qu'on construit à Lembaïmbou, pour tenter d'augmenter la production. Mais c'est de l'investissement énorme en termes d'argent pour répondre à une démographie qui continue à croître. En même temps, vous tentez d'augmenter la production, les Quinois sont en train d'acheter à Selebambou. Vous voyez, certains sont à Mongata et posent les mêmes problèmes d'accès à l'eau. Certains sont allés jusqu'à dans les quartiers comme Kasavubu, des quartiers comme Révolution, vous êtes à Kimbatse qui est vers les Singaïnga. Et donc ceux-là également posent des besoins d'eau, posent des besoins d'électricité. Et le réseau ne suit pas. Donc il y aura toujours un décalage entre les capacités et des infrastructures et la demande urbaine. Mais prenons un peu l'aspect de l'éducation, parce que c'est aussi un élément important qu'on devrait s'atteler là-dessus. Depuis 1923 jusqu'à aujourd'hui, ou même segmenté des 1960 jusqu'à ce jour, les Congolais sont allés à l'école. Et jusqu'à présent, c'est dans quelles conditions? Mais c'est toujours la même problématique. C'est-à-dire qu'en principe, c'est l'État qui est censé, dans ses missions régaliennes, enseigner et former la population. Et donc, l'État, comme service public, doit mettre un système public d'éducation de proximité. Donc, ça fait partie également de l'aménagement. Ça veut dire, lorsque nous construisons un quartier, nous savons que dans ces quartiers-là, il y aura 300 000 habitants ou 30 000 habitants. Et que ces 30 000 habitants qu'on installe dans la planification,
ont besoin d'accéder aux services sociaux de base. Ça veut dire des ouvrages collectifs comme un terrain de football pour s'amuser, un aire de jeu, pour les enfants, un centre de santé pour la santé, un ouvrage d'éducation, donc l'école, et des services administratifs de proximité. Ça, c'est une logique planifiée. Mais lorsque l'État n'a pas planifié, c'est-à-dire que vous êtes dans une ville spontanée, les gens ont construit eux-mêmes, l'État n'était pas là. Et donc vous allez vous retrouver dans des quartiers où l'école publique, il n'y en a pas. Et c'est quelques privés, dans leur volonté, soit de faire du business, soit d'apporter une réponse sociale, qui viennent compenser l'absence de l'État. Conséquence, vous avez ce qu'on appelle de l'école privée et moins d'écoles publiques. Et quand même il y a des écoles publiques, quand vous prenez la demande populaire dans les quartiers, par rapport à l'infrastructure et sa capacité à accueillir, il y a toujours un décalage. On l'a vu avec la gratuité. Donc lorsqu'on a tenté de mettre en place la gratuité, on a vite vécu une surpopulation dans les classes parce que l'infrastructure ne répondait pas aux besoins. Donc il y a ce décalage-là, même dans le secteur éducatif, entre ce que l'État propose comme offre de services et le besoin en population, parce qu'on n'a pas planifié et parce que la démographie est galopante. Du point de vue de l'emploi, puisque c'est aussi un élément très important dans la systémique appelée Kinshasa, comment est-ce que vous situez l'emploi à Kinshasa? Kinshasa a deux phases. Kinshasa, la coloniale, était une ville manufacturière et industrielle. Très peu une ville de services. Il y avait bien évidemment de services, mais c'était davantage l'administration comme source d'emploi, la manufacture et l'industrie. L'administration est pléthorique, on le sait, tellement pléthorique qu'elle ne voit plus de zones d'emploi. L'industrie manufacturière, le tissu productif, on l'avait amorti avec des erreurs économiques dans le passé, avec les pillages, avec les guerres. Et donc, nous avons une industrie manufacturière très, très, très embryonnaire. Ensuite, le tissu productif industriel, il est mort. Ça veut dire, si vous allez à l'IMT aujourd'hui, ce qu'on appelait l'IMT industriel n'existe plus que des noms. Conséquence, le gros de l'emploi, vous ne l'avez plus, à part dans les tertiaires, c'est-à-dire les services. Or, dans une ville où vous avez une forte demande populaire, un système administratif qui ne prend plus d'emploi, une jeunesse chronique, parce qu'on dit 70% de la population est jeune, vous avez donc des diplômés au chômage. Et Kinshasa, c'est une des villes où il y a un taux élevé de chômage. En ligne de conséquence de cela, c'est la criminalité urbaine que nous avons, c'est la pression psychologique que vous avez sur la population. Et donc, nous sommes une ville, en termes d'emploi, qu'il faut repenser. Il faut repenser notamment en termes, ça c'est en termes de perspective, de comment adapter le marché de l'emploi à la demande. Est-ce que nous formons des gens qui répondent aux besoins des emplois à Kinshasa? Est-ce que tous ces gens que nous formons correspondent exactement à ces besoins-là? Mais ensuite, il faut donner des réponses, notamment sur l'exode rural. Comment faire pour stopper l'exode rural en permettant un retour de l'agriculture en province et donc éviter cette concentration urbaine qui se développe de plus en plus. C'est qui sera et surtout essayer. C'est qui ne sera pas évident. C'est qui sera pas évident. Et travailler sur le volet ou le pilier de l'entrepreneuriat. Parce que quand vous avez une jeunesse abondante, il faudrait susciter la culture entrepreneuriale. Et pourquoi pas à la fin mettre en place la retraite, parce qu'il faut moderniser l'administration. Donc une vraie bonne politique de retraite permettrait d'injecter des nouveaux jeunes dans l'administration publique et donc de réduire quelque peu ce besoin d'emploi. Et pourquoi pas, peut-être, si le gouvernement y pense bien, la mobilité. Dans beaucoup de pays, lorsque vous avez un chômage important à l'intérieur, on exporte le chômage. C'est-à-dire envoyer les jeunes à l'étranger, c'est exporter ce chômage. Or, on ne peut pas envoyer les jeunes à l'étranger lorsque vous avez un passeport très cher, vous avez des possibilités de billets d'avion très chers, ou lorsque vous n'avez pas une politique d'immigration. Donc, on peut exporter notre chômage en soutenant l'immigration, par exemple les bourses d'études pour ceux qui vont faire des études à l'étranger. Et donc, c'est une demande sur le marché intérieur, une pression qui diminue, qui va à l'étranger. Et donc, le gouvernement peut penser en termes d'accès aux bourses d'études à ceux qui ont les capacités d'aller faire les post-doctorats, les masters ailleurs, et donc exporter notre chômage. Mais ça, c'est une politique publique à mettre en place. Nous allons prendre l'aspect de la salubrité dans la ville de Kinshasa. Quand vous regardez tout ce que nous vivons dans les communes que nous connaissons et même dans le centre-ville ici, la dépotoir, depuis 2 années jusqu'à aujourd'hui, quelle situation que vous faites? Quel état des lieux? Donc on a déjà un problème de planification.
Et tant qu'on n'a pas planifié et aménagé, vous aurez toujours des problèmes. C'est-à-dire que ce sera improvisé. Parce que les gens que vous installez, les gens que vous installez, ils mangent. Les déchets sont les conséquences de la vie en société. Parce que les gens qui mangent produisent les déchets. C'est-à-dire, quand vous sortez d'ici, vous achetez une bouteille d'eau, vous buvez l'eau, la bouteille, c'est le déchet. Vous achetez un paquet de biscuits, vous mangez le biscuit, l'emballage, c'est le déchet. Vous achetez votre chukwang, vous mangez votre chukwang, l'emballage, c'est le déchet. Et donc, plus les gens consomment, plus le déchet produit, et plus il y a un coût pour gérer ce déchet. Maintenant, les politiques d'assainissement chez nous sont très embryonnaires. Vous avez une ville de 15 millions d'habitants. Mais c'est quoi notre politique d'assainissement pour la ville de Kinshasa? Le gouverneur de la ville a tenté Kinshasa-Bopeto. Mais si vous inspectez cette politique-là, il n'y a pas de planification. Il n'y a pas de planification dans ce qu'on veut appeler Kinshasa-Bopeto. Parce que le concept, il est beau, mais il n'a pas été pensé, structuré pour avoir une planification qui réponde aux besoins de la ville, notamment en termes de... prenons un secteur clé, le déchet solide, parce que c'est le secteur dans lequel le gouverneur semble s'intéresser. C'est-à-dire les déchets organiques, par exemple. Au bout de 5 ans, on n'a pas une chaîne claire de transport de déchets. L'Union européenne, en son temps, nous avait proposé une chaîne claire. Vous aviez, avec le projet POC, de ce qu'on peut appeler de petits dépôts dans les coins des rues, où les gens venaient déposer, où on triait. Ensuite, une chaîne de transport claire avec des véhicules qui transportaient ces déchets vers une zone d'enfouissement clair qui était à Plaza. Vous voyez, là vous aviez, je dirais, un début des politiques claires de ramassage, ensuite de transport, puis d'enfouissement. Mais aujourd'hui, c'est quoi la politique claire? D'abord de ramassage dans les quartiers, ensuite de tri, puis de transport, puis d'enfouissement ou traitement et de révalorisation. Vous allez voir que dans ce qu'on appelle Kinbopeto, il n'y a pas une traçabilité de ce qui peut être une politique claire de cette chaîne de l'assainissement. Maintenant, on peut balayer les grandes artères. Mais les grandes artères, ce n'est pas Bopeto de la ville de Kinshasa. Tous les Kinois n'habitent pas sur le boulevard. Voyez-vous? Mais avec la politique qui a été mise en place, vous verrez que l'élément incitatif économique, il est très faible. Et donc, avec un élément incitatif qui est très faible, vous n'aurez pas cette grande participation qui permet d'avoir de l'impact. Conséquence, on a lancé la politique, vous avez comme l'impression qu'il n'y a pas engouement comme on l'avait eu pour le métal. Donc, il faut améliorer l'incitation économique, au début, bien évidemment, pour pousser les gens avec engouement à participer et voir un résultat efficace. Même si la politique, il faut le saluer, est un bon début. Il y a aussi l'aspect économique de la ville-province de Kinshasa qu'il ne faudrait pas en passer. Le budget alloué pour le fonctionnement actuel de cette ville de 100 et de 15 millions d'habitants, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça permet à ce que le gouvernement provincial arrive à résoudre les problèmes, les défis et les planifications? Pas du tout, pas du tout. Il y a encore un fort décalage entre les ressources de la ville et les attentes des citoyens. Vous avez une constitution en 2006 qui a décentralisé et qui a transféré du pouvoir aux provinces et quelques impôts et taxes. Mais vous avez en même temps un gouvernement central qui a toujours bloqué la retenue à la source et qui a mis en place des mécanismes de rétrocession avec un calcul propre au gouvernement central qui ne correspond pas aux besoins ou au rapport des forces tel que souhaité par les provinces. Ça, c'est de 1. De 2, vous avez une population qui n'a pas une culture fiscale très élevée et donc qui ne participe pas à son propre développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la ville de Kinshasa a ce qu'on appelle l'IREL, l'impôt sur le revenu locatif. Mais qui doit le payer? C'est le Kinois. La ville de Kinshasa a l'impôt foncier. Mais qui doit le payer? C'est le Kinois. La ville de Kinshasa a ce qu'on appelle la vignette, la taxe spéciale sur la circulation routière. Mais si on dit il faut payer la patente ou la vignette et qu'on commence à mettre les barrières
pour pousser les gens à payer, puis on grogne, on fait de la pression, on boude et ensuite on lève la barrière, il faut quand même à un moment donné que nous nous posons la question, qu'est-ce que nous voulons? Si nous voulons que la ville réponde aux défis, il faut donner à la ville les moyens nécessaires. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'impôt. Donc il faut travailler à une culture fiscale plus grande pour que les Quinois s'approprient le développement. Bien évidemment, il y a également de l'autre côté du gouvernement ou des gouvernants la responsabilité de la traçabilité, de la transparence. C'est-à-dire, oui, les Quinois doivent participer à payer les impôts et les taxes, il faut les pousser à payer la patente, il faut les pousser à payer l'IREL et les pots fonciers, mais il faut que ça ne finisse pas dans les poches des décideurs. Il ne faut pas qu'on apprenne quelques jours après qu'à la DGRK, quelques millions sont envolés, ou dans un service administratif de la ville, 500 000 $ ont disparu. Ce sont des éléments qui, je dirais, démotivent également les citoyens à participer parce qu'ils ont la perception, vrai ou faux, que l'argent qu'ils payent sert davantage à enrichir quelques citoyens qu'à répondre à leurs services. Il faudrait que les décideurs qui sont appelés à éduquer les citoyens, à les pousser à participer, confortent ce sentiment-là par les résultats, par le fait que les Quinois constatent et qu'effectivement leur argent sert à améliorer leur bien-être. Et dès l'instant que ce rapport s'établit, je crois qu'on aura plus de citoyens qui participent au développement de leur ville. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a un fort décalage entre les besoins de la ville et les capacités, les besoins des citoyens et la capacité de la ville à répondre à leurs besoins. Très bien. En politique, plusieurs pensent qu'il ne faudrait pas avoir un gouverneur du haut dans la direction de la province plutôt qu'un maire de la ville, un statut de maire de la ville, puisque ça serait très budgétivore dans la caisse de l'État, alors qu'il y a des institutions déjà nationales ici. Et pourquoi avoir un gouverneur de plus? Pourquoi avoir un gouvernement provincial de plus? On devrait avoir le chef de division. Parce que déjà, nous sommes dans une ville-province où siègent des institutions du point de vue national. Pensez-vous qu'il y a décalage ou c'est souhaitable? Je crois que les gens sont en train de vouloir réinventer nous arriver à cette organisation aujourd'hui. C'est parce que nous avons vécu pendant très longtemps, plus de 30 ans, l'expérience de ce qu'on a appelé l'État unitaire fortement centralisé. Où, pour faire un kilomètre de route, il fallait que Kinshasa décide. Le Congo, il est grand. Pour qu'on fasse une route à Aru, et qu'on fasse en même temps une route à Djougou, et puis qu'on aille faire une route à Kambové, ensuite, on va faire une route à Mwanda, ensuite, on va une route à Zongo, il faut attendre Kinshasa. Mais on fera 3000 ans pour développer ce pays. Le but de la décentralisation, c'est créer plusieurs points d'impulsion du développement. Dès que vous avez plusieurs points d'impulsion avec un transfert de pouvoir, si le gouvernement central vous fait la RN1 qui relie Kinshasa à Bandundu, le gouverneur vous fait la route qui relie Matete à Njili-Sainte-Thérèse. Voyez-vous? Et donc, dans un mandat, avec plusieurs pôles d'impulsion, vous avez un développement meilleur. C'est ça l'esprit de la décentralisation. Mais là, le problème, ce n'est pas la décentralisation. Le problème, c'est est-ce que nous, comme Congolais, avons assimilé et approprié la décentralisation et l'appliquons? Non. Ça veut dire que vous avez un gouvernement central qui bloque les émoluments de province, qui ne les envoie pas. Vous avez des provinces qui, plutôt que d'être des points d'impulsion de développement, sont devenus des lieux d'enrichissement de quelques-uns. Et donc, nous avons dénaturé la décentralisation. Notre problème, ce ne sont pas les textes ou la forme d'organisation. Le problème, c'est notre leadership, notre management dans la gouvernance. Et donc, si nous entrons, nous reculons avec les divisions, une division veut dire que nous sommes dans une logique d'impulsion centralisée. Ça veut dire que nous avons un point d'impulsion qui s'appelle Kinshasa. Mais regardez quand même les acquis de ce que nous appelons décentralisation. Dans la ville de Kinshasa, c'est grâce à la décentralisation que nous avons quand même pu avoir un bâtiment pour la ville. Savez-vous que la ville était locataire? La ville était locataire. Si nous avons aujourd'hui un bâtiment de la ville, c'est parce que dans la décentralisation, ceux qui étaient comme gouverneurs ont construit, ont acheté pour construire le bâtiment de la ville. C'est quand même un acquis, non? On a un bâtiment du gouvernement provincial. On a un service de recette provinciale qui a créé de l'emploi.
Si vous êtes dans une logique centralisée, vous auriez la DGI qui mobiliserait. Et donc, à côté de la DGI, on a créé une régie provinciale et donc créé de l'emploi pour mobiliser. Moi, je crois que le problème, ce n'est pas au niveau de l'organisation territoriale, le problème, c'est au niveau du leadership et du management, mais également de la vision des acteurs. Ne voyez-vous pas que si on aurait un maire de la ville à Kinshasa, au lieu d'avoir, comme ça s'est fait à Lubumbashi par exemple, ou ici non loin à Matadi, il y a un maire de la ville qui n'a pas besoin d'avoir un gouvernement provincial, parce que tout ça c'est budgétivore. Au lieu d'avoir des institutions qui sucent le budget de l'État, en lieu et place de les décaisser pour que ça serve au développement et au bien-être de la société. Mais Kinshasa a une particularité déjà, c'est que Kinshasa, c'est une mégapole. Ça veut dire, nous parlons de 15 millions d'habitants. Le président Sassou Nguesso est président de 4 millions d'habitants. C'est-à-dire le gouverneur Gentini est 3 fois président. Le président Paul Kagame est président de 3 millions d'habitants. Le gouverneur Gentini gère 15 millions d'habitants. Ça veut dire 5 fois le Rwanda. C'est pour ça que Kinshasa a un statut spécifique des villes ayant statut de province. Vous voyez? Donc, cette spécificité de la ville fait qu'on ne peut pas laisser une personne qui gère seule sans lui donner des moyens de contrôle. L'Assemblée provinciale a été pensée comme un mécanisme de contrôle et donc de limitation du pouvoir de celui qui est exécutif. Si vous avez un maire qui aura certainement un conseil, parce qu'un maire n'est pas seul non plus, il aura autour de lui un conseil urbain. Mais un conseil urbain, c'est un parlement provincial. Mais qui n'aura pas la taille. Bien évidemment. Ça veut dire un conseil, le conseil, la commune, si on applique la décentralisation, une commune comme Kimbanseke, qui est ma commune à moi, aura 17 conseils municipaux. Donc vous avez un bourgmestre avec 17 conseils municipaux. Mais la ville de Kinshasa n'a que 48 députés. Si une commune comme Kimbanseke aura 17 conseils municipaux. C'est déjà beaucoup, 48 députés. Mais c'est pas. Ça veut dire 17 fois 2, on est à 34. Kinshasa a 24 communes. C'est pour vous dire que le problème, ce n'est pas la taille de l'Assemblée. Moi, je crois que 44, c'est raisonnable. 48, c'est vraiment raisonnable. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font leur boulot. Parce que leur boulot, c'est contrôler l'exécutif pour que celui-ci mobilise plus de recettes au service de la population. S'ils ne font pas leur boulot, ils peuvent être 5 ou 10. S'ils ne font pas leur boulot, c'est de l'argent que l'on perd. S'ils font leur boulot, ils font gagner de l'argent à la ville. Parce que par leur travail de contrôle, ils permettent une traçabilité des recettes, ils permettent une action de développement orientée. Le débat sur la taille de l'Assemblée, moi je crois que c'est un débat qui n'a pas son pesant d'or. Le problème, ce n'est pas la taille. Je comprends que les Congolais ou les Kinois soient déçus par le résultat des élections provinciales. Est-ce le problème, c'est les élections, ou le problème, c'est la qualité des hommes que nous envoyons? Moi, je crois qu'on veut trouver une mauvaise solution pour un problème qui est réel. Le problème, c'est la qualité des hommes que nous envoyons au Parlement. Quelle est la qualité des élus? Prenez un indicateur simple. Qui sont les députés le mieux élus à Kinshasa? Prenez le profil de ceux qu'on appelle les députés les mieux élus et vous voyez comment les Kinois votent. Les Kinois votent le papa social. C'est celui qui jette des ponts, c'est celui qui amène les tracteurs, qui met le courant. C'est ça notre vote. Vous voyez? Les Kinois ne votent pas projet, ils ne votent pas programme, ils ne votent pas idée politique. Et d'ailleurs, dans le débat politique chez nous, il y a très peu de place pour la discussion d'idées. Et donc, avec un tel type de vote, nous avons quelle qualité d'élu? Et avec ce type de qualité d'élu, quel type de résultat nous voulons avoir? Nous avons des élus qui ont vendu leur maison pour se faire élire parce qu'ils doivent distribuer l'argent à une population qui lui demande Toliété, honorable Solola. Et lui, sait qu'il doit pour Solola. Donc, il a vendu sa maison à 80 000 $. Il est allé jeter les 80 000 $ dans la circonscription, Pagne, Parasoleil, et ainsi de suite. Et donc, quand il arrive au Parlement, sa première préoccupation, c'est s'acheter une nouvelle maison. Vous voyez?
Et puisqu'il veut s'acheter une nouvelle maison, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le candidat gouverneur qui amène le meilleur projet, peut-être. C'est le candidat gouverneur qui peut peut-être lui donner une bonne pactole pour acheter sa nouvelle maison. C'est comme ça que nous parlons de corruption dans les élections des sénateurs, corruption dans les élections indirectes. Et que nous commençons à dire, non, il faut supprimer les élections indirectes parce qu'il y a de la corruption. Mais nous ne disons pas qu'il y a de la corruption parce qu'au départ, la campagne électorale chez nous, c'est de l'achat des votes. Et qu'est-ce que nous faisons pour que la campagne électorale ne soit pas de l'achat des votes? Pensez-vous que si nous supprimons l'élection indirecte et que nous disons au candidat gouverneur d'être élu par les citoyens, qu'il n'y aura plus achat de votes? Sous une autre forme, mais il y aura encore de l'achat de votes. C'est-à-dire qu'il sera gouverneur, c'est lui qui aura peut-être 5 millions de dollars à dispatcher. Donc on aura simplement changé d'échelle d'achat de votes. Ce ne sera plus les députés qu'on achèterait, ce sera peut-être les citoyens maintenant qu'on achèterait. Donc on n'a pas réglé le problème. Il faut qu'à un moment donné, nous allions au fond du problème. Et le fond du problème, c'est l'éducation citoyenne. Éduquer les citoyens sur le sens du vote et pourquoi on vote. C'est la pauvreté. Parce que celui qui a le ventre affamé, qui voit un élu venir, il dit à l'élu, honorable, metoye koyo kayo, mettons tokozonga wa nanda kutuzala nzala. Au lobby nini. Et l'honorable sort une liste où on donne à chacun 5 000 francs ou 10 000 francs, un pagne, je ne sais pas, un polo. Et le gars, il est gentil, il est content parce qu'il a quand même eu ce soir-là pour sa famille quelque chose à manger. Donc si on ne lutte pas contre la pauvreté, si on ne lutte pas dans l'éducation citoyenne et la formation citoyenne, nous aurons des citoyens qui vont continuer à vendre les votes et donc nous aurons cette corruption-là. Donc il faut que parfois nous allions au fond des problèmes. Parfois nous tournons facilement autour du pot en cherchant des solutions qui paraissent très beaux et qui paraissent fondées a priori, mais dans le fond ne règlent pas le problème. Nous l'aurons simplement transversé vers d'autres problèmes. Nous sommes en train de parler de la ville-province de Kinshasa, la ville que nous appartenons, que nous appartenons, c'est la ville-province de Kinshasa, avec M. Christian Moleka, avec lui. Nous sommes en train d'analyser le bilan et puis les perspectives. On a abordé assez de choses du point de vue de l'état des lieux, c'est-à-dire du bilan. On va prendre maintenant les perspectives, parce que c'est la partie aussi la plus importante, parce que nous avons un avenir à prévenir, à régler, à réglementer. On va prendre une question liée avec la vie sociale des Congolais. Quelle situation et perspective autour de ce que nous avions essayé d'aborder, et puis on va aller graduellement pour voir les cas spécifiques. La perspective, moi, elle me paraît rassurante. Ça veut dire que vous avez une pression démographique qui va aller graduellement ascendante. Les statistiques le démontrent, à l'horizon 2050, 60% de la population mondiale vivra dans les villes. Donc nous aurons toujours... Maintenant, si nous voulons vaincre ces défis-là, il faudrait commencer aujourd'hui à penser la ville. Repenser la façon d'occuper l'espace. Cette ville qui s'étale, qui continue à s'étaler sans limite, il faudrait arrêter l'étalement. Pourquoi ? Mais parce que qu'il faut aussi désengorger. Mais parce que l'étalement a un défaut. C'est que vous avez une ville dortoir qui s'éloigne de plus en plus du centre et un cœur d'activité qui reste au centre-ville. Et donc, vous créez vous-même cette problématique des mobilités, et donc d'embouteillage. Et qui va vous demander de construire plus de routes, de les élargir pour régler cette problématique de mobilité. Alors que la ville peut aller verticalement. Lorsque vous allez verticalement, vous réduisez les distances, donc vous réduisez la mobilité. Vous avez une ville qui est traversée par les cours d'eau. Si vous quittez l'aéroport de Njili pour arriver jusqu'au centre-ville, vous traversez combien de cours d'eau? Mais vous verrez que dans cette ville, on n'a pas une approche multimodale du transport. C'est-à-dire comment utiliser les cours d'eau pour compléter le réseau urbain terrestre que nous avons. Ça veut dire qu'on peut partir des Maluku, prendre un yacht et venir en beach mobila sans prendre la route. On peut le faire pour Kingabwa, on peut le faire pour Ndanou, donc tout ce qui sont Alimete, tout ce qui sont
à Petro-Congo, Déjà traversé Kinshasa, Auvergne, Djili, il y a certains qui prennent qui prennent des pirogues. Donc il y a des moyens de faire du multimodal. Mais ce sont des choses qu'il faut penser en termes de perspective pour permettre à ce que la ville puisse respirer. Et puis, en termes d'accès à la terre pour l'agriculture, vous êtes dans une ville où de plus en plus les terres agricoles disparaissent. Parce qu'on vend les terres agricoles. Ça veut dire que dans les années à venir, on va manquer des terres pour faire l'agriculture. Et comment on va manger? On va continuer à importer. Or, quand vous importez ce qui est plus cher. Donc, il faudrait, à l'avenir, repenser. Donc, il faut revenir à une ville planifiée. Et pour ça, il faut que la ville mette au cœur de sa stratégie le plan qui existe de 2015 du gouverneur Kimbuta, le plan SOSAC, et créer, je dirais, une gouvernance concertée. Puisqu'on a l'habitude de voir le gouvernement central empiète énormément les compétences de la province. Prenez le projet Zéro Trou. Vous verrez par exemple le projet Zéro Trou, qui est un projet du gouvernement central, s'applique sur les compétences de la province. Parce qu'une route comme poids lourd n'est pas une route d'intérêt national. Vous voyez, une route comme Willery n'est pas une route d'intérêt national. C'est une route d'intérêt provincial. Et donc, là où on a appliqué Zéro Trou, on l'a appliqué sur les compétences de la province. C'est ce que le gouverneur, Gentilly, en principe, devait faire. Donc, plutôt que donner à la province les ressources pour que la province mette en place elle-même sa politique dans la ville à travers un plan qui est le plan de la province, qui est une de ses compétences, vous avez le gouvernement central qui met en place des politiques à la place des provinces, et je ne pense pas qu'ils s'essayent d'appuyer sur le plan d'aménagement qui existe. Donc il faut qu'à un moment donné, on ait une gouvernance concertée entre la ville et le gouvernement central, sur ce qui concerne l'aménagement de la ville et les priorités, en s'appuyant sur le plan qui est le plan planifié de la ville de Kinshasa. Ce sont les perspectives. Et puis après, on peut aller en termes d'emploi. Ce qu'il faudrait, à un moment donné, repenser également l'emploi dans la ville, notamment en réorganisant les niveaux de formation avec les besoins de la ville. Vous avez une ville qui s'est fortement tertiarisée, avec un service tertiaire qui est très puissant. Mais comment on organise le petit commerce, comment on organise l'entrepreneuriat, comment on organise ces services tertiaires informels pour qu'ils créent plus de dynamique d'emploi et absorbent ce chômage-là, sont des questions sur lesquelles il faut travailler et qui demandent des politiques plus ou moins claires dans le temps. Très important, mais en même temps, il y a aussi des aspects liés avec... je veux revenir encore du point de vue de l'éducation, parce que ça, c'est encore un élément très important. Comment on doit planifier l'éducation des 30 ans prochains? Déjà, il faut recenser. Il faut recenser la population, parce qu'on ne peut pas mettre des politiques publiques sans avoir l'élément le plus important, la démographie. Parce que quand on construit une école par rapport à un besoin. Nous voulons avoir une école à Kimbanseke. Mais à Kimbanseke, il y a combien d'enfants en âge de scolarité? Comment on répond à ça? Déjà, il faut recenser. C'est le recensement qui permet alors d'asseoir une politique planifiée en répondant réellement aux besoins. Donc, recenser, planifier, ensuite financer. C'est-à-dire qu'il faut donner aux provinces les ressources, où il faut mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en place ces politiques publiques-là qui permettent de tenir compte de l'évolution démographique. Donc, si nous voulons répondre sectoriellement à la question de l'éducation, il nous faut saisir le facteur important qui est les normes. Ensuite, il faut construire. À un moment donné, on parlait des 1000 écoles. Les 1000 écoles, c'était justement une tentative de planification d'une offre de services qui répondent à un besoin. Mais même là encore, les 1000 écoles ne veulent pas s'appuyer sur une maîtrise de la démographie. Donc, si on veut demain avoir une maîtrise de politique publique, il faut recenser, impérativement recenser, et ensuite planifier, tout du moins intégrer dans une logique planifiée, cette construction-là et pour répondre à ces besoins démographiques. Comment faire pour enfin mobiliser la recette dans la ville de Kinshasa? Est-ce que les régies actuelles sont-elles en mesure d'enfluer le budget provincial ou il faut en ajouter d'autres? Moi, je crois que le premier point, c'est qu'il faut commencer par respecter les textes.
Ça veut dire appliquer la retenue à la source, qui permet aux provinces de retenir les 40%. Pas envoyer vers Kinshasa, pour que Kinshasa renvoie aux provinces une quantité que lui jugerait utile. Il faut déjà commencer par appliquer les textes, donc retenir la source. Ensuite, il faut intensifier la culture fiscale, parce qu'on a une population qui pendant très longtemps n'a pas été habituée à contribuer à son développement. Et donc il faut un travail énorme d'éducation pour qu'une autre population qui participe à son développement et élargir ainsi les capacités d'immobilisation des recettes donc extractives. Après, il faut renforcer l'appareil extractif de l'État en renforçant les capacités des services, notamment les régies provinciales, en améliorant les conditions de travail du personnel, qui doit être mieux payé, parce qu'il s'agit quand même des régies, et ensuite en mettant un management adapté à ce genre de responsabilité. Parfois, on a des managements politiques, parce qu'il faut récompenser politiquement les gens, mais qui ne répondent pas au profil nécessaire à ce service-là. Et puis après, dans un monde où les défis sont énormes, il faut penser aux nouvelles approches en termes de partenariats publics-privés. L'État ne peut plus aujourd'hui, dans un monde d'aujourd'hui seul, répondre à ces besoins-là. Il faut aller vers des partenariats publics-privés. Je donne un exemple précis. Pourquoi c'est la ville de Kinshasa qui continue à recruter des mamans pour balayer? Alors qu'on peut avoir un contrat de service avec un privé qui achète des appareils de qualité, qui fournit un service de qualité, moyennant des mécanismes de redevance qui peuvent être définis. Oui. Là, vous avez un partenariat public-privé qui peut être mis en place, qui permet à la fois d'atteindre l'efficacité et les résultats attendus. Donc, il faudrait que la ville développe également cette nouvelle approche des financements par le partenariat public-privé pour compenser ce qu'on ne peut pas avoir en termes de recettes. Et puis après, il faut une austérité financière. Ça veut dire l'argent qu'on mobilise doit être traçable et ne pas finir dans une sorte d'enrichissement personnel. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire ne finira pas là où ça doit finir, mais ailleurs. Donc, il faut qu'on ait de l'orthodoxie dans la gestion et donc des leaders qui sont habités par la bonne gouvernance, qui ont une éthique de gestion, qui ont une orthodoxie financière et qui ont un management de développement qui viennent non pas pour s'enrichir eux-mêmes, mais qui viennent pour travailler pour l'intérêt collectif. L'un des éléments qui gangrène aujourd'hui la population quinoise, c'est aussi l'eau et l'électricité. Ces deux facteurs sont très importants dans la survie, le vécu quotidien des Congolais ou des Quinois. Alors que ça te dérange, comment est-ce que l'on fera dans les jours à venir du point de vue de relèvement de ces deux secteurs? Ça, c'est un défi énorme. Il faut qu'on ne te voile pas la face. C'est un défi énorme parce que l'infrastructure coûte énormément cher. Et les temps pour les installer sont énormes. Pour incuber un projet de barrage, il faut entre 5 et 7 ans. C'est-à-dire c'est au-delà d'un mandat politique. Si vous voulez construire un barrage, vous commencez les études, faisabilité, les faisabilité, le montage financier, la mise en œuvre. En tout cas, si c'est peu, c'est 4 ans. Sinon, vous allez entre 5 et 7 ans pour un barrage. Et donc, si vous voulez mettre en place des politiques, il faut sortir de la logique d'un mandat politique. Il faut s'inscrire dans la logique d'homme d'État, des bâtisseurs, qui s'inscrit dans la durée et pas forcément dans la logique d'un mandat. Ensuite, il faut trouver des mécanismes de financement. Comment vous financez des projets qui coûtent énormément? On a eu par exemple des PPP pour certains barrages avec Angelica, les Indiens, ainsi de suite. Il faut réfléchir en termes de partenariat public-privé pour monter des projets parce que l'État seul ne peut pas. Par exemple, on a libéralisé les marchés de l'énergie, inciter les privés à aller dans ce secteur-là. Mais vous savez, ce privé veut dire profit et donc à un moment donné, il y aura un décalage entre la production d'un privé et le pouvoir d'achat des Congolais. Donc il faut réfléchir à cela. C'est ça des défis énormes parce que ça va coûter énormément. Mais ensuite, il faut aller plus loin. C'est que, par exemple, le secteur de l'électricité, de l'eau, l'un des plus grands créanciers de la régie des eaux, c'est l'État congolais. Donc si on veut redresser la régie des eaux et lui permettre de mieux se structurer, il faut que l'État congolais, comme créancier, paie ses dettes. Mais si l'État lui-même est le plus grand créancier d'une société publique,
vous ne réglez pas le problème. Donc il y a cette Elle n'est même dimension-là. pas en mesure de payer la facture de la SCTP ici, qui Voilà. a des dettes Donc, l'État jusqu'à lui-même, 200 000, l'État 200 lui-même 000, 300 000 doit être dollars. capable d'honorer les créances des entreprises publiques, notamment la Régie des eaux, pour lui permettre d'être compétitif et efficace. Ensuite, imaginez des modalités nouvelles de financement avec les partenaires privés, mais et rester dans une logique à long terme, parce que ces secteurs-là ne se feront pas à court terme, ce sont des choses qu'il faudra faire à long terme, donc dans une perspective de 10 ou de 15 années. Très important. Et puis peut-être aller vers ce qu'on peut appeler les mix énergétiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester dans l'hydroélectricité uniquement. Il faut aller vers le gaz, il faut aller vers le solaire. C'est plus flexible en termes de mise en œuvre de temps, c'est coûteux en termes d'entretien, mais ça vous permet, avec un mix énergétique un peu plus large, de compenser la lourdeur de l'investissement dans le secteur hydroélectrique. Très, très important. Je veux aussi qu'on prenne l'aspect de ce que nous connaissons dans la ville, du point de vue de transport en commun. Ce phénomène est en train de devenir de plus en plus inquiétant pour trouver... Il y a d'abord ces faits des hausses de prix illégales qui ne permet pas, c'est qu'une femme maraîchère qui fait ses petits commerces ici dans les centres-villes, au grand marché ici, de 5 000 francs, 10 000 francs congolais, et de se trouver un transport aussi moins coûteux que ça, du centre-ville, admettons, vers la Tchango. Aujourd'hui, c'est vraiment au-delà des budgets. L'enjeu des transports, il est encore plus complexe. Ça veut dire que vous avez une ville où l'explosion démographique est récurrente, mais qui n'a pas des services publics de transport très efficaces. C'est-à-dire que vous avez une société qui s'appelle Transco, qui a pratiquement entre 500 et 600 bus pour une ville de 15 millions d'habitants. Vous avez une ville qui avait commencé un projet de Retranskin, puis de New Transkin, qui a disparu. Vous avez un système ferroviaire qui a vieilli, qui ne fonctionne pas. Donc, des transports de masse qui ne fonctionnent pas. Et donc, à Kinshasa, chacun fait de la débrouille. Le premier réflexe pour un jeune, c'est d'acheter son ketch. Et donc, lorsque vous n'avez pas de transport de masse et que chacun met en place sa propre politique de transport dans une ville de 15 millions, ça veut dire que vous avez un charroi automobile énorme. Et un charroi automobile énorme, alors que l'infrastructure ne suit pas, ça veut dire bouchon, congestion, embouteillage. Et donc, nous sommes dans une logique d'embouteillage, ça veut dire perte de temps, pollution, stress. Et donc, les coûts vont être très élevés parce que le chauffeur qui dépense en carburant fait du demi-terrain et la maman qui va acheter le pondu à Sekomaf pour l'amener à Sombazigida ou à Gambela intègre le coût du transport dans sa vente. Parce qu'il va prendre des demi-terrains ou il va prendre un peu plus de coûts et donc il intègre dans le coût et on annonce plus cher. Donc il faudrait à terme trouver une solution de masse, redémarrer le train dans la ville de Kinshasa, le train Massina ça ne va plus, donc les transports de masse, redémarrer, donner un peu plus de ressources aux transports, sachant qu'un charroi élevé veut dire plus de bouchons, plus de trafic, élargir les voies, mais ensuite, comme je le dis, aller vers le multimodal. Tant qu'on ne prendra pas cet élargissement des maillages de routes, il faut un maillage plus large pour permettre un flux rapide des routes. Tout ça, si on ne le met pas en place, on aura toujours le même problème de mobilité parce que la pression, elle va demeurer. Et comme la ville s'étale, ça veut dire qu'il y a des gens qui restent à Selebambou, à Menkaou, à Bita, qui viennent travailler à Kitambo, à Gombe. Eh bien, ces gens-là quittent Bita chaque jour pour venir jusqu'à Gombe et ils vous payent 3, 4, 5 transports. Donc, ils vous dépensent en moyenne 6 à 7 000 francs de transport. Vous voyez? Et donc, quand vous dépensez 6 à 7 000 francs ou 5 000 francs en moyenne de transport par jour, c'est 50 000 en 10 jours, c'est 150 000 en un mois. Et combien vous le payez, le type? Donc, la part du transport dans son enveloppe s'élève. Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Soit il réduit le temps de jour, c'est-à-dire il va lundi, jeudi et vendredi, soit il cherche à être proche du centre-ville pour payer moins le transport, conséquence, promiscuité. Oui. Vous avez des communes comme Lingwala, comme Kinshasa, Barumbu, où il y a de l'entassement, promiscuité.
Parce que les gens préfèrent être proches et donc moins payer de transport. Donc il faut régler cette problématique-là, mais là encore, il faut de politique en profondeur et ça va demander encore de coûts. La vie sociale à Kinshasa, quelle proportion? Ben, vous avez une ville où il y a fort taux de chômage, peu d'emplois, où l'alimentation coûte cher parce que les transports est élevé, et donc vous avez une vie sociale de précarité. Il n'y a qu'à voir la bidonvillisation qui se développe de plus en plus. Nous sommes dans une grande bidonville. C'est-à-dire des poches d'obscurité dans la ville, des lieux où il n'y a pas d'eau, et donc promiscuité et pauvreté. Et quand vous avez pauvreté et promiscuité, vous créez insécurité, criminalité, kuluna, banditisme urbain. Vous créez en même temps cette sexualité avilissante que nous avons dans la forte prostitution, et vous créez tout ça derrière des réseaux des drogues. Vous avez les bombés. Donc vous avez tous les éléments qui amènent à cette ville, je dirais, d'ombre, que les gens ne veulent pas voir, mais qui se développe. Vous avez la toxicomanie, vous avez les alcools frélatés, tout le monde parle de Guinée qui se consomme dans la rue, et vous avez cette violence dans la rue avec les machettes, parce que d'un point de vue social, nous avons une forte pauvreté et un faible accès à l'emploi qui va aller croissant. Il y a aujourd'hui dans la ville de Kinshasa des quartiers où on n'entre pas. Moi, je suis dans le Kimbantseke et j'aime bien parler de ma commune parce que je la connais un peu plus. Il y a un quartier qu'on appelle Beni, à Kinshasa, à Kimbantseke. Ça veut dire que les policiers n'y vont pas. C'est Beni. Et vous avez des territoires des Jamaïcains, des territoires des Anglais, des territoires des Américains, et c'est connu dans la ville de Kinshasa. Maintenant, imaginez, si à Kinshasa, hein, où on a des quartiers qu'on appelle Beni, maintenant imaginez si vous allez dans les provinces. J'étais à Kikwit l'année passée. À Kikwit, il y a ce qu'on appelle le phénomène base. Le phénomène base, c'est exactement le Kuluna de Kinshasa. Mais à Kikwit, on appelle le phénomène base. À Polela, des cas, des phénomènes base ou Kuluna à Kikwit. Et là encore, l'État, avec moins de policiers, moins de présence de l'État, qui n'a pas de ressources, et tout ce qui est la pauvreté qui va en bien, qui se développe. Certainement, c'est ailleurs, vous trouvez également le même phénomène. Peut-être au Congo central, au Katanga, vous avez le même phénomène. Donc, d'un point de vue social, la précarité de la population va également s'enfoncer parce que les tableaux, il n'est pas très réalisant. À l'égard de tout ce que vous venez d'épingler comme étant cas d'insécurité, phénomène Kuluna, on peut en ajouter tant d'autres. On voit dans des bus des receveurs se tenir debout, ils ne savent pas respecter les clients, des insultes, toutes ces valeurs, toutes ces anti-valeurs, j'allais dire, sont toujours dans la ville de Kinshasa. On va dire qu'il y a présence de l'autorité ou non? Bon, il y a les deux, c'est-à-dire que nous avons un déficit d'autorité. Nous avons un déficit d'autorité parce que pendant très longtemps, nous avons abandonné ce qu'on appelle l'État. L'État est une fiction qui est incarnée par l'agent public. C'est l'agent public qui est le représentant de l'autorité de l'État. Ben, faites le tour de la ville, voyez ce qu'on appelle bureau du quartier. Parfois, c'est une maison en tôle. Qui n'a pas de forme. Qui n'a pas de forme, avec des tables qui se penchent. Il faut qu'il y ait une coopération de la Belgique pour que nous construisons des bureaux de quartier dans notre ville. Pensez-vous qu'un vieux fatigué, parfois mal payé, qui sort d'une maison en tôle, peut incarner l'autorité de l'État? Voyez-vous? Pensez-vous que le policier, impayé, mal payé, parce qu'il n'a pas de matricule, parce qu'il est pépé, et qu'on l'a mis dans un poste de police, ou parfois c'est le colonel qui l'a recruté, qui l'a mis là, qui l'a donné une tenue avec une arme, qui n'a pas été formé, peut incarner l'autorité de l'État? Pensez-vous que des bourgmestres politisés que nous avons nommés parce que c'est les partages de pouvoir politique et qui n'ont pas de redevabilité vers des citoyens et qui ne font même pas l'itinérance à l'aire commune peuvent incarner l'autorité de l'État? Pensez-vous que les assemblées provinciales, avec des députés qui sont davantage dans le business que dans le travail de parlementaire, avec un gouverneur qui a été élu parce que lui aussi il a dépensé beaucoup de gens, l'argent peut incarner l'autorité de l'État? C'est toute cette chaîne-là. L'État, c'est comme un arbre. Vous avez les feuilles, les branches, les troncs, la racine. C'est ça l'État. Donc vous partez du chef de rue,
Jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet. Essayez de vérifier les différents démembrements de ce que nous appelons l'autorité de l'État. Vous allez vous rendre peut-être compte, vous serez surpris de constater que votre rue, le chef de rue, il est déjà mort. Donc on ne l'a jamais remplacé. On les a jamais connus de toute façon. Et d'ailleurs, on les connaît là-bas, on a dit son nom, le chef de rue. On ne connaît pas. Il est là, il vous dit qu'on ne le paye pas. Ou on vous dit que non, à Koufa, le chef de rue, Perana Koufa, bon, remplacer a été Jeanne Mobouyami, commissaire au chef de rue. Vous voyez, c'est tout ça qui incarne l'autorité de l'État. Et donc, si nous voulons refonder l'autorité de l'État, il faut ennoblir ce qui incarne l'autorité de l'État. À l'époque coloniale, il y avait une fierté à être Kalaka. Lorsque quelqu'un vous disait qu'il était Kalaka, c'était un sujet de fierté. Parce qu'il s'habillait en blanc. Il avait ses chaussettes en blanc. Il avait le vélo. Vous voyez? Et dans les quartiers, on respectait le Kalaka. Est-ce qu'aujourd'hui, le fonctionnaire, c'est l'homme qu'on respecte? Même dans la perception, dans notre imaginaire, le fonctionnaire, c'est le gars mal payé, qui s'habille mal, qui est dans un mauvais bureau, qui est dans la tracasserie. C'est ça le fonctionnaire chez nous. Qui, est dans un bureau qui a un bureau dans son sac. Voilà, dans son sac, il se promène avec des cachets, vous l'appelez dans un coin des bars, il vous sert un document ici, il cachette et puis il vous donne le document. Donc si on ne refonde pas cette personne-là, censée incarner l'autorité de l'État, dans son recrutement, dans sa formation, dans son aisance, comme pilier de l'État, dans son aisance matérielle, c'est-à-dire dans le salaire qu'on lui donne, dans la valeur sociale qu'il prend, on ne va pas restaurer l'autorité de l'État. Voyez-vous? Donc, il faut commencer l'État par le bas. Malheureusement, chez nous, nous avons commencé l'État par les hauts. C'est-à-dire, ce qui nous préoccupe, c'est l'élection présidentielle. C'est les législatives. Dès qu'on est député, on s'arrête là. Les locales, les municipales, depuis qu'on en parle, depuis 2006, ça ne préoccupe personne. Qu'on les fasse ou non, c'est l'arriéré que nous traînons. Mais tout le monde dit, le président doit respecter son mandat, on ne doit pas dépasser d'un jour, parce que c'est les présidentielles. Vous voyez, les députations, on doit avoir les élections en 2023. Mais pour tout ce qui reste, l'État d'en bas, qui est l'État le plus important, parce que l'État de la proximité, ça n'intéresse personne. Donc on ne pourra pas faire le développement si on ne commence pas par l'État par le bas. Et je finirai peut-être par là. Les Belges l'avaient compris. L'administrateur du territoire qui circulait dans les villages pour vérifier qu'on a respecté Kokombo Balabala et ainsi de suite. Mais tant qu'on ne revalorise pas l'État par le bas, tout ce qu'on a construit du post-colonial, c'est de renverser la pyramide. Donc et de Félix construire l'État par les hauts. Félix Tshisekedi a raison de commencer avec les 147 territoires comme priorité. C'est une bonne 145 territoires. C'est une bonne approche de renverser la problématique de développement en commençant par la ruralité. Parce que 70% des Congolais vivent encore dans le monde rural. Et donc on ne peut pas faire de la politique publique en excluant 70% des Congolais. Donc commencer par une approche de développement qui commence par la ruralité est une très bonne approche. Encore faut-il planifier, financer et manager pour qu'on ait les résultats escomptés. C'était la fin de notre échange au cours de cette émission La vie de la nation. Monsieur Christian Moleka, un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez d'échanger avec les Kinois et les Congolais. D'accord. Complètement fini avec cet échange de La vie de la nation sur le Phare Télévision. L'actualité reste en continu sur www.lefareonline.net, mais aussi sur le Phare Presse écrite, aussi sur le Phare Télévision. Portez-vous bien. Goma, Ituri, on est ensemble. Merci beaucoup.